Je ne vieillirai jamais. C'est en ces mots que Patrick Dewey a un jour prononcé devant la presse, des mots qui, avec le recul, font penser à une prémonition glaçante. Acteur intrépide qui a redéfini le cinéma français avec ses performances brutes et sans filtre, Dewey a captivé le public avec une intensité que peu de gens pouvaient égaler. Mais derrière son talent se cache une âme tourmentée, façonnée par une enfance remplie de secrets, de trahisons et de blessures émotionnelles profondes. De ses débuts d'enfant acteur à son ascension fulgurante dans des films comme Les Valseuses et Beau-Père, la carrière de Dewey a été marquée à la fois par le génie et la controverse. Pourtant, malgré son immense talent et les éloges de la critique, ses démons personnels n'ont jamais lâché prise. En 1982, à seulement 35 ans, il s'est suicidé, laissant derrière lui un héritage qui continue de hanter et d'inspirer des générations de cinéphiles. Rejoignez-nous pour découvrir la vie tragique et la mort prématurée de Patrick Dewey, un homme qui a brillé de mille feux, mais qui n'était pas destiné à vieillir. Une enfance façonnée par l'art et les traumatismes. Patrick Jean-Marie Henri Bourdeau, dit Patrick Dewey, est né le 26 janvier 1947 à Saint-Brieuc, en France. Il est le troisième enfant d'une famille d'artistes, sa mère, Mado Morin, étant une actrice reconnue. Grandissant dans un environnement riche en influences théâtrales, Dewey est exposé aux arts dès son plus jeune âge. En 1951, il fait sa première apparition sur grand écran dans le film Monsieur Fabre, réalisé par Henri Diamant-Berger. Au début de sa carrière, il joue dans plusieurs pièces de théâtre et téléfilms, souvent aux côtés de ses frères et sœurs, eux aussi enfants acteurs. L'enfance de Dewey est marquée par une immersion intense dans les arts du spectacle, notamment au sein du cercle artistique de sa famille, connu sous le nom de « Les Petits Morins ». Mais sa jeunesse est également marquée par des défis personnels. À 17 ans, il découvre que son père biologique n'est pas Pierre-Marie Bourdeau, le mari de sa mère, mais Michel Tétart, un chef d'orchestre avec lequel Mado Morin a eu une brève liaison en 1946. Cette révélation a un profond impact sur Dewey, ajoutant au conflit intérieur qu'il traverse. La vérité sur sa paternité est un secret que sa mère lui a caché, contribuant à son sentiment de trahison. Ses relations avec elle se tendent encore davantage lorsqu'il apprend qu'elle lui a caché la vérité, et sa situation familiale se complique de plus en plus lorsque sa mère se remarie avec Georges Collignon, avec qui elle aura 3 autres enfants. Le comportement abusif de Collignon, qui a notamment abusé sexuellement de Dewey, ajoute au traumatisme émotionnel du jeune acteur. Et c'est seulement après que le secret ait été perdu que sa fille Lola Dewey a partagé « Patrick Dewey s'est brûlé parce qu'il a été abusé étant enfant. Ce qui l'a tué, on n'en parle pas assez, et c'est bien que ce soit écrit noir sur blanc au début de ce livre. C'est son enfance abusive. Patrick Dewey s'est ruiné parce qu'il a été violé étant enfant et il avait une mauvaise relation avec sa mère, Mado Morin, qui n'a pas pu le sauver. » L'art brut et sans filtre de la performance. Cherchant une rupture symbolique avec son passé, Dewey adopta en 1968 le nom de Dewey, inspiré du nom de son arrière-grand-mère maternelle, Dewaer. Cet acte de réinvention faisait partie de sa tentative d'affirmer son identité en dehors des complexités de sa famille. Il décida également de tourner la page de sa carrière d'enfant acteur pour se consacrer pleinement au métier de comédien professionnel. En 1968, il rejoignit le Café de la Gare, une troupe de théâtre pionnière, connue pour son approche expérimentale et pour avoir révélé des talents émergents du cinéma français comme Coluche, Gérard Depardieu, Miou Miou et Josiane Balasco. Cette période fut déterminante pour son développement artistique, lui permettant d'affiner son jeu et d'élargir son réseau professionnel. Au début des années 1970, la carrière de Dewey prit son essor. Il fit plusieurs apparitions dans des films et séries télévisées, mais c'est son rôle dans Les Valseuses de Bertrand Blier qui le propulsa au rang de star.
Ce film, devenu un phénomène culturel en France, fit scandale par sa représentation anarchique des comportements sexuels et sociaux, mais la prestation de De Weer fut saluée pour son audace, sa profondeur émotionnelle et son authenticité. En incarnant un jeune homme rebelle dans Les Valseuses, De Weer s'imposa comme une figure incontournable du cinéma français, recevant à la fois l'éloge des critiques et la reconnaissance du grand public. Son talent pour interpréter des personnages complexes et imparfaits avec une intensité brute devint rapidement sa marque de fabrique. Après le succès de Les Valseuses, la carrière de De Weer s'épanouit. Il enchaîna les films marquants comme Adieu poulet, La meilleure façon de marcher et Série noire. Acteur polyvalent, il collabora avec des réalisateurs de renom tels que Claude Sautet et Bertrand Blier, consolidant ainsi sa réputation parmi les plus grands acteurs du cinéma français. Ses rôles abordèrent souvent des thèmes de rébellion, de vulnérabilité et de relations humaines complexes, et il se fit connaître pour son engagement total dans ses interprétations, n'hésitant pas à incarner des personnages controversés et tourmentés. Dans les années 1980, il continua d'obtenir des rôles majeurs, notamment dans 1000 milliards de dollars d'Henri Verneuil et Paradis pour tous d'Alain Jessuat. Il incarna également le célèbre boxeur Marcel Cerdan dans Édith et Marcel de Claude Lelouch, prouvant une nouvelle fois l'étendue de son talent. Toutefois, malgré ses succès, ses luttes intérieures ne cessèrent de le tourmenter. Au début des années 1980, sa carrière subit un coup dur après une altercation publique avec un journaliste qui entraîna un boycott médiatique lors de la sortie du film Un mauvais fils. Le conflit était lié à un article de Patrice de Nussac, et bien que le film ait été acclamé par la critique, la controverse éclipsa sa sortie. Néanmoins, De Weer retrouva la reconnaissance critique grâce à Beau-père, réalisé par Bertrand Blier. Sa capacité à rebondir après cette période difficile témoigna de sa résilience, même si ses blessures émotionnelles restaient profondément ancrées en lui. Un cœur voué au chagrin. La vie amoureuse de Patrick De Weer fut aussi turbulente et passionnée que les rôles qu'il incarnait à l'écran. Ses aventures sentimentales, marquées par une série d'épisodes dramatiques, révèlent un homme déchiré entre un désir intense, la jalousie et les déceptions amoureuses. En 1968, De Weer se maria avec la réalisatrice française Catherine Sigaud, connue sous son nom de scène Sota. Cette union conclue à une époque où De Weer était encore en train de s'imposer dans sa carrière fut son premier engagement sérieux. À cette époque, il souhaitait établir une base personnelle stable tout en voyant sa carrière commencer à s'épanouir. Cependant, la stabilité de ce mariage fut rapidement ébranlée par l'irrésistible attraction d'une romance interdite. Au début des années 1970, le destin intervint lorsqu'il rencontra Miu Miu, une actrice vibrante et séduisante dont la présence allait bouleverser sa vie personnelle. Lorsque leurs chemins se croisèrent pour la première fois, les deux étaient déjà engagés dans d'autres relations. Miu Miu était en couple avec le charismatique comédien Coluche, tandis que De Weer était toujours marié à Sota. Malgré ces complications, l'étincelle entre De Weer et Miu Miu s'alluma rapidement, donnant naissance à une aventure passionnée en 1971. Leur romance était marquée par une intensité qui défiait les conventions, et le caractère interdit de leur relation n'en faisait qu'augmenter les enjeux émotionnels. À mesure que leur liaison clandestine s'intensifiait, des tensions commencèrent à émerger. Sur le tournage de Les Valseuses en 1973, une violente confrontation éclata entre les deux amants. De Weer, dont les tourments intérieurs et l'insécurité étaient bien connus, se convainquit que Miu Miu avait une liaison avec un autre homme, qu'il appelait Gégé. Sa jalousie monta en flèche, au point où il défonça même la porte d'une chambre d'hôtel pour confronter le rival supposé. Les éclats publics et les disputes enflammées devinrent des éléments récurrents de leur relation, reflétant les conflits intérieurs profonds que De Weer portait en lui. Leurs relations atteignirent un point critique en août 1974 avec la naissance de leur fille, Angèle.
L'arrivée de leur enfant offrit une brève accalmie après les tempêtes incessantes qui avaient marqué leur liaison. Pendant un court moment, il sembla que les responsabilités parentales pourraient réparer la fracture entre eux. Cependant, ce calme fragile fut de courte durée. Les pressions de la célébrité, la jalousie et l'instabilité inhérente de leur relation menèrent rapidement à une intensification de leur conflit. Au milieu du chaos de sa vie, une autre figure émergea, qui allait devenir inextricablement liée à l'histoire amoureuse de Dewar, Julien Clerc. À l'été 1975, pendant le tournage de D'amour et d'eau fraîche, Miou Miou rencontra le jeune chanteur en plein essor. Au fur et à mesure que la relation de Miou Miou avec Dewar commençait à se détériorer, sa connexion avec Julien Clerc se renforça. La chimie entre eux était indéniable, et il ne fallut pas longtemps avant que les affections de Miou Miou ne se détournent de Dewar. Julien Clerc raconta plus tard la nature intense et volatile de ses interactions avec Dewar. Patrick, je l'admirais, et j'avais un peu peur de lui. On sentait la violence qu'il avait en lui. En 1976, la pression devint trop grande, et Dewar et Miou Miou se séparèrent finalement. La rupture fut amère et prolongée, se soldant par des mois de disputes amères sur la garde d'Angèle. Un douloureux rappel de l'amour qu'ils avaient partagé et des passions qui les avaient finalement déchirés. La fin de sa liaison avec Miou Miou marqua un tournant important, mais elle ouvrit aussi la voie à un nouveau chapitre dans la vie amoureuse de Dewar. En 1979, après des années de pression personnelle et professionnelle croissante, son divorce avec Sota fut prononcé. La dissolution de son premier mariage fit place à une nouvelle relation qui, pendant un temps, semblait offrir une forme de stabilité. Peu après son divorce, Dewar entama une relation avec Elisabeth Malvina Chalier, connue sous le nom d'Elsa. Cette union offrait un nouveau départ, et ensemble, ils accueillirent une fille, Lola, née le 4 décembre 1979. La naissance de Lola symbolisait l'espoir et la possibilité d'une vie familiale plus conventionnelle, en contraste avec les années tumultueuses qu'il venait de traverser. La relation de Dewar et Elsa parut, au début, être un nouveau départ prometteur. En 1980, le couple officialisa son union en se mariant, et pendant une courte période, des signes indiquaient que Dewar pourrait enfin trouver la stabilité et l'amour qui lui avaient échappé si longtemps. Cependant, sous la surface, de vieilles blessures et insécurités refaisaient surface. Dewar, dont le passé était marqué par des trahisons émotionnelles intenses, avait du mal à faire pleinement confiance. Son histoire avec Miou Miou et la jalousie féroce qui avait marqué cette relation était toujours présente dans son esprit. La situation se compliqua davantage lorsque Elsa, qui luttait déjà avec ses propres problèmes, commença à passer plus de temps avec Coluche. Un cruel retournement du destin. Coluche, qui avait autrefois été en couple avec Miou Miou, la femme qui avait déclenché la liaison la plus turbulente de Dewar, se retrouvait maintenant impliqué dans l'effondrement du nouveau mariage de Dewar. La duplicité fut trop lourde à supporter pour Dewar. Selon sa fille Lola, le coup de grâce vint d'un appel téléphonique qui détruisit ce qui restait de confiance dans sa relation avec Elsa. Lola se souvient. Elsa m'a dit qu'à ce moment-là, elle était partie se déconnecter en Guadeloupe sur l'invitation de Coluche. C'était la première fois qu'elle ne m'accompagnait pas sur un tournage. L'après-midi de sa mort, mon père a parlé à ma mère au téléphone et lui a demandé de revenir, mais elle a refusé. Je pense qu'après leur conversation téléphonique, mon père a reçu un autre appel. Quelqu'un lui a dit que Coluche et ma mère étaient ensemble. Je pense que mon père a vécu cela comme la trahison ultime, Coluche étant son meilleur ami. Le choc de cette révélation fut d'autant plus profond que Coluche, autrefois un ami proche de Dewar, était devenu malgré lui un symbole de trahison. Cette trahison perçue, de la part d'Elsa et de son plus cher ami,
précipita une crise d'identité et de valorisation personnelle chez DeWeer, le plongeant dans un désespoir dont il ne se remit jamais. Mettre fin à une souffrance sans répit. Le 16 juillet 1982, après un appel téléphonique dévastateur confirmant qu'il ne reverrait jamais sa fille et submergé par un désespoir insurmontable, il prit la décision irréversible de mettre fin à sa propre vie. Accablé par la trahison et une douleur émotionnelle profonde, DeWeer choisit de se suicider, scellant ainsi son destin tragique. Patrick DeWeer fut retrouvé mort dans l'après-midi, victime d'une blessure par balle auto-infligée. La police rapporta que la blessure à la tête de l'acteur de 35 ans avait été causée par une carabine de calibre .022 découverte à son domicile parisien près du parc Montsouris par son domestique. Ce matin-là, DeWeer travaillait aux premières étapes du film Édith et Marcel de Claude Lelouch, où il devait incarner Marcel Cerdan, le légendaire champion de boxe poids moyen français, dont la romance avec l'icône de la chanson Édith Piaf avait fasciné le public. Selon un assistant anonyme de Lelouch, l'acteur avait participé à une séance photo pour le film, débutant à 8 heures du matin et se poursuivant jusqu'à environ 14h30. L'assistant se souvient. « Nous avons pris une série de photos dès 8 heures. Il semblait parfaitement bien. Il n'avait pas l'air du tout fatigué et en partant, il a crié « à plus tard ». Ces souvenirs rendent les événements qui ont suivi d'autant plus déroutants. Quelques instants avant sa mort, DeWeer avait même prévu un entraînement et un cours de boxe dans une salle de sport, un plan qui témoignait de sa volonté de maintenir une discipline rigoureuse. Marcel Cerdan Jr., le fils du défunt boxeur, confirma que ces plans étaient toujours en place pour plus tard dans la journée. Pourtant, malgré ces signes extérieurs de normalité, une tempête parfaite de revers professionnels, de trahisons personnelles et de tourments intérieurs inexorables couvait depuis des années. Dans les années précédant ce jour fatidique, la carrière de DeWeer avait atteint des sommets impressionnants avec des performances exceptionnelles dans des films comme Coup de tête de Jean-Jacques Hano, Série noire d'Alain Corneau et Un mauvais fils de Claude Sautet. Cependant, parallèlement à ses succès professionnels, DeWeer luttait contre une addiction croissante aux drogues et une instabilité de plus en plus marquée sur les plateaux. Son comportement devenait imprévisible et plusieurs incidents faillirent dégénérer en confrontation physique. Par exemple, lors du tournage de Le Juge Fayard, dit Le Shérif, il manqua d'en venir aux mains avec le réalisateur Yves Boisset. Ces explosions de colère n'étaient pas des incidents isolés, mais les symptômes d'un mal-être profond qui le hantait depuis des années. Le tournant dans la vie personnelle de DeWeer survint avec la pression constante des problèmes financiers et l'effondrement public de ses relations privées. Homme d'une sensibilité extrême, sa vie privée était aussi tumultueuse que les personnages qu'il incarnait à l'écran. Au début des années 1980, l'accumulation de dettes écrasantes et des conflits non résolus avec le fisc alimentèrent un sentiment de détresse grandissant. Mais le coup le plus dévastateur fut sans doute la fin de sa relation avec Elsa. Après des années de mariage orageux avec Elsa, qui lui avait autrefois offert l'espoir d'une stabilité familiale, tout s'effondra. Le départ d'Elsa pour l'humoriste Coluche marqua une rupture critique dans l'équilibre émotionnel de DeWeer. Cette trahison ne fut pas seulement une déception professionnelle ou personnelle, ce fut un coup fatal porté à son identité déjà fragile. Le 16 juillet 1982, alors que DeWeer répétait avec Claude Lelouch et Evelyne Bouy, il reçut un appel d'une ancienne compagne. Le message fut un choc. Elle lui annonça qu'il ne reverrait jamais sa fille Lola. Cet appel, qui survint à un moment où DeWeer était déjà écrasé par le poids des dettes, des pressions professionnelles et d'un état mental déclinant, fut le déclencheur ultime et insupportable. Il est connu que DeWeer s'était préparé à son rôle de Marcel Cerdan avec une rigueur inébranlable, suivant un entraînement strict et participant à des séances photos méticuleuses ce jour-là. Pourtant, malgré l'énergie et la détermination apparente qu'il affichait lors de ces sessions, la nouvelle de la perte de sa fille
fut une épreuve insurmontable. Le choc de cet appel brisa le dernier semblant d'espoir ou de stabilité qu'il avait réussi à maintenir, le plongeant dans un abîme de désespoir. À un moment donné, dans l'après-midi, submergé par un sentiment écrasant de trahison et d'abandon, Dewey quitta brusquement le studio. Il retourna chez lui dans le 14e arrondissement de Paris, dans un état d'agitation et de détresse. L'accumulation de plusieurs années à se sentir sous-estimé par la presse, à être enfermé dans l'image d'un monstre sacré connu pour ses accès de colère et à lutter contre une addiction destructrice aux drogues, avait finalement eu raison de lui. L'acteur souffrait depuis longtemps d'un manque de reconnaissance et d'un sentiment chronique d'isolement, aggravé par des controverses publiques. Ajoutant à son mal-être, il y avait ses relations conflictuelles avec ses amis les plus proches. Coluche, autrefois un confident et un soutien, devint malgré lui un symbole de trahison lorsqu'Elsa le quitta pour lui. L'ironie fut cruelle, l'ami qui lui avait un jour offert cette carabine de calibre .22, un cadeau destiné à des moments de détente, se retrouva malgré lui lié aux événements qui menèrent à son suicide. Ce réseau complexe de relations, rempli de blessures et de conflits non résolus, laissa Dewey dans une solitude accablante. La vie de Dewey avait été une lutte constante contre les forces qui menaçaient son estime de soi. Dans une interview de 1979, il avait déclaré avec assurance « Je ne serai jamais vieux », une phrase qui trahissait sa peur profonde de la vulnérabilité et du déclin. Cette conviction masquait cependant une crise intérieure profonde. La pression de maintenir son image publique, couplée aux trahisons personnelles incessantes, le laissait de plus en plus déconnecté du monde qui l'entourait. Son identité d'acteur reconnu, célèbre pour ses interprétations brutes et sincères de personnages tourmentés, devint inextricablement liée à une souffrance intérieure dont il ne pouvait plus s'échapper. La vie de Patrick Dewey fut marquée par les profondes cicatrices d'un traumatisme d'enfance qui, à bien des égards, façonna l'homme qu'il devint, et peut-être aussi le destin tragique qui l'attendait. Pensez-vous que les blessures non résolues de ses premières années rendaient son issue inévitable? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de vie inoubliables.